Merci encore une fois de votre présence. Je vous propose de commencer par vous, Owen Gibson. Vous êtes correspondant du Guardian. Au fond, dans toute cette affaire, c'est vous, les anglo-saxons, surtout les Anglais, qui avez été les plus offensifs. Votre côté un peu pitbull dans le monde de la presse mondiale a fonctionné à plein. C'est vous qui avez beaucoup porté l'attaque. Et j'aimerais commencer par vous demander, au fond, pourquoi, c'est-à-dire comment est-ce que vous expliquez ce que c'est de Grande-Bretagne en particulier, de votre journal et d'autres, que l'offensive est venue le plus fort sur ces questions de corruption dans le monde du football. On FIFA in particular. Et contre la FIFA en particulier. Donc, Well, I think eh bien, there's a number of elements. il y a plusieurs éléments. Bien sûr, le fait que l'Angleterre a été candidate à plusieurs Coupes du Monde sans réussir à les obtenir. Et à l'origine, lorsqu'ils se sont portés candidats en 80, ils ont joué le jeu, ils ont essayé de faire tout ce qu'il fallait faire pour obtenir la coupe. Et les gens étaient très en colère quand ils ne l'ont pas obtenu et que ça a été attribué à la Russie. Même chose pour les États-Unis et le Qatar. Donc il y a forcément là une forme d'explication. Les gens en ont eu marre. Et puis, il y a aussi le fait que les médias travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de journalistes comme Andrew Jennings qui travaillent depuis des années. Donc, c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps et il a suffi de ce facteur catalyseur et surtout la décision à propos du Qatar où les gens ont dit là, c'est ridicule, c'est trop. Quand les médias britanniques se mettent une chose en tête, en général, il en découle quelque chose. Mais bien sûr, c'est finalement que lorsque le FBI a mis son nez là-dedans que les choses ont vraiment commencé. Vous faites l'animation, hein, vous faites le spectacle pour des choses. Jean-Louis Lopez, l'auteur du film, disait tout à l'heure dans les conférences de presse, c'est vous les Anglais qui attaquez le plus fort, vous mobilisez la parole, vous poursuivez les gens de la FIFA dans la rue pour leur imposer de répondre aux questions. C'est un journalisme qui n'est pas pratiqué souvent par les autres. Hein. On en reparlera tout à l'heure. John Morrison, vous, votre organisation milite pour améliorer l'importance accordée aux droits humains dans le monde du football et dans le sport en général. Quand on regarde le film de Jean-Louis Lopez, ce qui frappe, c'est la continuité historique. C'est un très bon film de ce point de vue-là. On comprend vraiment l'histoire. Et c'est frappant de voir que la description même de Jules Rimet a des points communs avec celle de Sepp Blatter aujourd'hui. Hein. On dit un type séducteur qui parle bien, malin, etc. Havelange, idem. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Est-ce qu'au fond, vraiment, il y a eu un changement où ça a été, à part les sommes qui sont devenues plus importantes, est-ce que ça a été une continuité dans l'histoire de la FIFA? Bon, pour vous répondre, je pourrais parler du CIO aussi en élargissant un petit peu parce que nous sommes dans un festival autour des droits humains et mon organisation est un groupe de réflexion sur les relations entre le monde de l'entreprise et les droits de l'homme. Nous participons à un processus entre des institutions des Nations Unies, des sponsors, des syndicats, des ONG et des organismes sportifs pour s'intéresser à l'impact de ces méga événements sportifs pour nous et pour beaucoup de gens. Et le film le montre bien. Le Qatar, je crois, a été un des tournants dans ces affaires de corruption, mais finalement aussi pour les droits humains. Combien de gens faut-il encore qu'ils décèdent pour que vous organisiez un événement sportif colossal comme ça? Les Jeux du Commonwealth en Inde, 50 décès. Au Brésil, une dizaine. Les syndicats prévoient quelques 2000 décès d'ici à 2022. Les gens parlent chiffres. On ne peut pas contester ces chiffres. Mais combien de personnes concrètement doivent mourir à chaque fois qu'il y a un événement de ce type? La corruption est un problème en soi, mais la corruption, en tout cas, n'est jamais l'ami des droits humains. Le manque de transparence, cet environnement clos, comme on l'a vu dans le film, c'est justement ce genre d'environnement, de bulle dans laquelle il y a facilement des abus, des violations des droits humains sans que personne ne dise quoi que ce soit. Le Qatar, ça a été le tournant pour vous. Le Qatar, ça a été, si on veut, l'erreur fondamentale qui a cassé une forme de système.
Non, le système, si vous remontez un peu à l'avant-guerre, on a un peu parlé pour la FIFA et l'Italie. L'association de Coca-Cola avec le CIO, elle va bien plus loin. Ça remonte à 1928. Il suffit d'aller sur Internet pour voir les objets des Jeux de 36 à Berlin. Il y avait Coca-Cola et la swastika, donc la croix gammée, sur les objets commerciaux des Jeux olympiques. Donc c'est un débat de longue date, un problème de longue date aussi. La seule chose en fait qu'on peut se dire, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont les mains propres. Et pour la suite, une approche faisant intervenir plein de partenaires est le seul moyen de résoudre le problème. Parce que le seul moyen, c'est que les uns les autres se tiennent pour responsables. Il y a des gouvernements qui, on l'a dit, qui ont été prêts à jouer selon ces règles-là jusqu'à ce qu'un tournant soit franchi. Mais je crois que nous n'avons pas encore vu aussi tout ce qui est de l'ampleur de la corruption par rapport au sport. On pourrait penser même au tennis. La seule issue vraiment pour rebâtir cette relation de confiance est une redevabilité de compte, mais mutuelle, dans un esprit de véritable transparence. Oui, j'allais dire, vous avez raison. Le lien, c'est entre corruption et droits humains, c'est ce manque de transparence. Et toutes ces choses-là se mélangent de telle sorte que personne n'a vraiment exercé de contrôle et n'a vraiment surveillé les choses de près. Pour les Coupes du Monde, par exemple, de 2022, la corruption, c'était la dernière chose que les gens avaient à l'esprit. Dans ce contexte, la corruption fleurit et il n'y a pas non plus de regard extérieur pour savoir exactement ce que sont ces offres. Fanny Messaïdi, vous représentez la FIFA, vous avez le rôle le plus difficile aujourd'hui. Merci d'être venu. Comment est-ce que vous prenez ces attaques? Alors, vous avez vécu une année difficile, là, depuis mai. De quel œil vous regardez le film, par exemple, qui précédait? Oui, mais merci pour la question. Effectivement, le film donne beaucoup d'informations par rapport à l'histoire, par rapport au passé de la FIFA, par rapport à la manière dont l'organisation a grandi dans les temps et qui remonte au passé et aux événements du mois de mai 2015 qui ont déclenché effectivement la crise la plus sérieuse et la plus profonde de l'histoire de la FIFA. Ce qui me manquait dans le film, c'est quand même de voir le travail positif que l'organisation a fait tout au long des années. Je me posais la question quand je regardais le film et j'essayais d'imaginer ce que les personnes qui sont venues ce soir, qu'est-ce qu'ils penseraient de l'organisation en regardant ce film. Et il y a quand même un bilan positif par rapport aux initiatives, par rapport sur plusieurs programmes que l'organisation a mis en place pour développer le football, pour créer de la capacité au sein des fédérations nationales, pour assumer la responsabilité qui est celle de promouvoir et de mettre au service de la société le football. Véronique, au début, et Sami Kenan aussi, ont souligné l'importance et le potentiel énorme que le jeu de football a pour les sociétés, pour les jeunes générations. Et je pense que ce film a quand même passé un peu en silence ces côtés-là, et ça, je trouve un peu dommage. Deuxième remarque, je termine avec ça. Le film se termine avec une question. Est-ce que la FIFA va y parvenir? Est-ce qu'elle va se remettre? Moi, je vais garder un esprit positif, une note positive et optimiste. Et ma réponse à ça est oui. Il y a une série de réformes qui a été passée lors du congrès de février 2016. Nous avons un nouveau président et surtout, je pense qu'il y a une prise de conscience différente selon laquelle les choses doivent se faire d'une manière différente. Donc moi, je pense que le chemin sera long. Le processus sera dur, il faut en passer par là, mais au bout du chemin, je pense que votre prochain film peut-être sera sur le travail positif de la FIFA. Jean-Louis Lopez. Pérez, pardon. Voilà, Jean-Louis Pérez, on va vous passer un micro. Merci beaucoup. Voilà. Comme les journalistes anglais, vous imposez, c'est très... Je m'impose parce que je suis obligé de répondre. Non, mais merci, j'entends tout à fait ce que vous dites et ce qui est dit. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que
ce que je voulais dire, c'est, on le dit, qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites à la FIFA. Le problème, c'est les motivations. Et aujourd'hui, le volume de ce qui est bien par rapport à ce qui est mal, il a diminué. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous tous, je crois, et pour les dirigeants de la FIFA, c'est de se rendre compte à quel point ils sont déconnectés de la réalité et à quel point ces milliards sont mal utilisés. Et ça, je crois que, voilà, aujourd'hui, le monde est en crise. Quand vous voyez comment l'argent est utilisé en Afrique, moi j'ai été en Afrique, j'ai vu le développement du football au Cameroun, vous connaissez sans doute très bien. Bon, oui, c'est bien la FIFA, et encore heureux qu'il y a des choses positives, que tout n'est pas négatif. Moi, mon travail de journaliste et d'enquêteur, c'est de dire ce qui ne va pas, et on aurait pu faire un film de 3 ou 4 heures en réalité. On a fait des choix. Maintenant, moi je ne condamne pas par avance ce qui va être fait à la FIFA, et j'espère que ça va changer. La seule petite réserve que je ferai aujourd'hui par rapport au nouveau président, c'est qu'il parle beaucoup de l'image de la FIFA, mais ce n'est pas l'image qu'il faut changer. C'est tout. C'est le fonctionnement. Si je me fais, l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas chez vous tous un peu de double discours dans la mesure où ça a toujours fonctionné comme ça? Le monde du sport, le monde du foot, tous ceux qui connaissent un peu cet univers-là l'ont vu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caïds, des caïds politiques, des gens malins, des gens qui font des arrangements. On l'a très bien vu dans le film. Évidemment, si on voulait réserver le monde du sport à quelques pays occidentaux très policés, tout serait plus facile. Mais si vous traitez avec certains pays non démocratiques, etc., c'est comme ça. Et j'ai l'impression que aussi bien à la FIFA que chez les critiques de la FIFA, on fait semblant de croire que ça peut être le monde angélique où les équipes ne représentent pas des pays, où il n'y a pas de nationalisme, où il n'y a pas d'argent qui circule, où c'est magnifique. Est-ce que là, vous ne vous mentez pas tous un peu à vous-même, d'une façon ou d'une autre, de rimer à Blatter, au fond, les mêmes... Simplement, il y a eu beaucoup plus d'argent, mais les mêmes recettes, en gros, ont fonctionné. Qu'est-ce qui aurait vraiment changé dans le principe? Donc, moi, je vais laisser la parole à Owen Gibson, mais simplement pour dire, à part les gens de la FIFA, personne ne peut croire que la FIFA va faire la paix dans le monde. Il n'y a que la FIFA qui croit il n'y a que Sepp Blatter qui croit qu'il va réunir les Palestiniens et les Israéliens. Tous les diplomates du monde entier ont échoué. Et lui pense qu'il va réussir par le football. Et depuis Jules Rimet, c'est l'erreur. Pour rester dans le rôle de l'avocat du diable, même les sommes en question, est-ce qu'elles sont si importantes? Quand on voit, par exemple, on parle de 2 millions dans la dernière affaire, etc. Dans le monde de la banque, quand on parle des parachutes dorés, etc., dans le monde de la pharma, on parle de dizaines de millions. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas survendu un petit peu aussi, parce que c'est une bonne histoire de presse, mais est-ce qu'on n'a pas survendu un monde qui n'est pas beaucoup plus corrompu que d'autres? Je pense qu'il y a de la corruption dans tous les domaines d'activité. Regardez chez les pharmaceutiques, presque dans cette économie mondialisée. Mais ce qu'il y a de différent à propos du sport, c'est tout ce langage, toute cette langue de bois sur la construction de la paix. Il faut gérer ça, il faut enjoliver les activités par de belles paroles, etc. Donc, les deux choses peuvent être bien. Le football, ça peut être bien, mais les gens qui travaillent à la FIFA font des choses positives, mais ça pourrait être meilleur avec un système plus transparent, que l'argent aille là où il est vraiment nécessaire, et puis que ça pourrait être une contribution à la construction du monde. Donc, ce n'est pas un idéal complètement erroné. On peut avoir un monde du football qui fonctionne bien et puis redistribuer correctement l'argent, ça ne devrait pas être impossible. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a un troisième point encore qui vient s'ajouter. C'est la façon dont cette fiction juridique, disons, règne autour de l'impunité du sport. On ne veut pas politiser trop le sport. Et il y a eu des tentatives par des gouvernements pour essayer d'instiller une dimension politique dans le sport. Mais on a des outils, on a des directives, on a les principes de l'ONU sur les affaires et les droits de l'homme. Donc, beaucoup d'autres domaines sont devenus plus redevables. Les processus commerciaux fonctionnent relativement bien, c'est un peu plus transparent. Mais, d'une certaine façon, on a toujours considéré le sport différemment. Et ce qui s'est passé maintenant, et du moins pour le gouvernement suisse, qui s'est rendu compte
qu'il fallait traiter la FIFA comme une entreprise en termes de responsabilité par rapport aux droits de l'homme. Mais on ne va jamais arriver à une situation où le sport est complètement politisé. Mais l'unité du sport et de la politique est une fiction, en fait. Le rôle des Américains, vous parlez d'influence politique, vous le mentionniez un petit peu. Les gens de la FIFA disent, au fond, il y a eu une intervention politique et derrière-pensée de la part du FBI et autres. Il y a une part de vérité là-dedans ou non? Oui, ça convient très bien à la FIFA parce que les médias britanniques veulent se venger parce qu'on a évincé Stanley Rouse, etc. Mais bon, la vérité, c'est que le FBI était en train de poursuivre des délits commis sur leur territoire, c'est-à-dire évasion fiscale, corruption, etc. Et donc, les enquêtes les ont menées à la FIFA et au football. Donc, je pense que c'est vraiment que le FBI a vu ce qui se passait. Et ils utilisent la même terminologie, par exemple, pour la FIFA que pour des autres organisations corrompues. Et je pense que c'est vrai, il y a 400 personnes qui travaillent à la FIFA, mais quelle est toute la mafia qui entoure la FIFA et qui a gagné des millions grâce aux matchs et aux jeux. Donc là, il y a des domaines où la FIFA était très gênée de perdre certains avantages lorsque Clinton est venu à Zurich. Mais l'élément principal, c'est quand même le fait de faire respecter la loi. Est-ce que vous n'êtes pas frappé de la survivance des clivages quand on voit dans le film de Jean-Louis Lopez, c'est très frappant, le fait que les Africains, les Russes sont dans le camp Avalanche exactement comme aujourd'hui. On sent quelque chose de culturellement très très profond. Parce que la corruption, par exemple en Russie, n'a pas le même sens que chez nous, parce que le lien personnel en Russie n'a pas le même sens que chez nous. Il y a quand même un aspect post-colonial dans toute cette affaire. Les pays du Sud qui jouent le jeu, un certain jeu que les pays du Nord ne veulent pas. C'est un problème de richesse, si vous voulez, quand vous avez un pays qui est très pauvre et qu'on lui envoie des millions, forcément, on ne régit pas de la même façon que quand c'est la France, enfin, je suis français, donc voilà, ou l'Angleterre, ou n'importe quel pays riche pour qui 20 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'organisation des choses. Pour un pays comme le Cameroun, où effectivement le niveau de corruption n'a pas attendu la FIFA pour être très élevé, il y a un président de la République qui est arrivé en même temps que François Mitterrand au Cameroun. Donc vous voyez, mais la FIFA devrait être au courant de tout cela. Avant d'envoyer 20 millions dans un pays comme le Cameroun, on pourrait juste se poser la question de savoir qui va encaisser cet argent. On sait très bien que les gens qui vont l'encaisser ne sont pas des gens qui sont... Enfin, en tout cas, je ne condamne personne a priori, mais on pourrait se poser la question de savoir où va cet argent. Ce n'est pas le cas. Quelques questions. Sorry, just very quickly. It is true, of course, that there Tout à are fait vrai. different cultures around Il y the a world, différentes different ways cultures of à doing travers le monde, business. différentes façons de faire les affaires. Qu'est-ce qui est acceptable dans une culture, par exemple en Amérique du Sud, qui n'est pas acceptable dans la culture européenne? Bon, mais il faudrait avoir des normes communes pour une organisation mondiale et il faudrait les respecter. Et là, quelquefois, on mélange un petit peu la cause culturelle, les causes culturelles qui sont différentes dans le monde. Et puis, ça empêche un peu de contrôler d'où va l'argent. Pèse autant que les États-Unis. Trinidad pèse autant que le Brésil. Fanny Misaïlidi, avant d'ouvrir la discussion à tout le monde, qu'est-ce qui peut changer? Si on est très concret dans les prochains temps qui viennent, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre maison sur les points qu'on a mentionnés? Plusieurs choses. Déjà, l'ensemble de réformes qui a été approuvées, je pense que vont créer la base pour des changements substantiels, des changements substantiels. Vous avez mentionné les audits et l'usage des fonds de développement. Ça, c'est aussi quelque chose qui change et qui va changer énormément. Le nombre d'associations qui seront auditées va augmenter, de 10% on passe à 20%, et les audits seront aussi conduits de manière centralisée de la part de la FIFA, mais aussi évidemment selon les règles applicables dans chaque pays.
Après, il y a aussi des changements par rapport au contrôle conduit par la commission de l'audit et de conformité de la FIFA. Ces tâches, ces responsabilités vont accroître aussi et ils auront les moyens et la compétence et la possibilité de contrôler l'usage de ces fonds, de faire du reporting aux instances compétentes au sein de la FIFA pour entamer, s'il faut, des procédures, des sanctions disciplinaires vis-à-vis des associations qui n'utilisent pas bien les fonds qui sont destinés à des fins, à des buts très précis. Aussi, un autre changement que je pense est aussi fondamental, la séparation des pouvoirs. Il y aura une séparation plus claire et plus stricte des pouvoirs entre les comités exécutifs qui vont changer, qui sera le conseil dans l'avenir, et la composition aussi devient plus large, avec plus de membres qui seront et qui siégeront au sein du conseil, et la fonction administrative et opérationnelle qui sera dans la compétence du secrétariat général. Donc, par exemple, les contrats, la procédure des contrats ou la stratégie sur les contrats sera la responsabilité du conseil. Actuellement, on parle du comité exécutif, mais la responsabilité opérationnelle et d'exécution des négociations sera menée par l'administration. Peut-être un mot sur les droits de l'homme, parce qu'on parle beaucoup de gouvernance et je pourrais encore citer pas mal d'exemples qui ont comme objectif et comme but d'améliorer la gouvernance, l'éthique, la transparence, l'accountability, la façon dont on rend des comptes par rapport à nos activités, mais peut-être un changement ou des changements qui sont importants aussi en matière de droits de l'homme. Une observation. Par rapport à cette question-là et par rapport à cette thématique-là, la FIFA ne commence pas de zéro. Il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de réflexes, beaucoup de composantes dans ce qu'on fait qui comprend cet angle du respect des droits de l'homme, que ce soit la lutte contre la discrimination et le racisme, la protection environnementale, avec une stratégie durable qui se développe au cours et dans le contexte de notre compétition phare, la Coupe du Monde, des initiatives et des programmes dans le domaine social qui mettent le football en combinaison avec la santé et l'éducation chez les enfants, par exemple, avec des initiatives qui visent à accroître la connaissance de la jeune génération sur des maladies transmissibles, non transmissibles, l'obésité, le diabète, etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui reflètent et qui reprennent l'angle droit de l'homme. Maintenant, ce qui change aussi, c'est que dorénavant, nous entamons une procédure où nous regardons nos opérations dans leur ensemble afin de voir quelles sont les possibilités, les opportunités pour intégrer encore plus l'angle respect des droits de l'homme et diligence raisonnable. Fanny, merci. Je vous propose d'ouvrir la discussion. Monsieur, alors je vous propose tous de jouer le jeu de poser des questions et assez brèves. Alors voilà, on commence. Je vous en prie. Oui, bonjour, je vous remercie beaucoup pour ce film et pour ce débat qui donne en effet un bon sens de la continuité historique. Je pense quand même qu'il y a une sorte de rupture, ou en tout cas de tournant à partir de 1974 et puis l'élection de Havelange, avec l'enjeu de l'explosion des droits TV et aussi le pouvoir exorbitant des sponsors et des équipementiers. L'enjeu des droits de diffusion et jusqu'à la fin, on voit l'enjeu, les trafics d'influence autour des organisations des Coupes du Monde. Ma question est sur ces événements, les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques, parce que vous avez dit how many people has to die pour que quelque chose change. Mon intuition, elle est que ces événements, ils vont continuer à exister, que mon nom est Emmanuel Déonat, je suis conseiller municipal en ville de Genève, j'ai oublié de me présenter. Ces événements vont continuer à exister, les médias seront toujours là, les sponsors seront toujours là, le football sera toujours un sport très populaire. Alors est-ce qu'on peut remplacer les Coupes du Monde par d'autres événements, ou les Jeux Olympiques, créer un autre type d'engouement qui ne pérennise pas ces mécanismes pervers qui sont très bien décortiqués dans ce film. Merci, monsieur. C'est peut-être John Morrison, c'est son domaine, hein, entre autres, mais on peut parler ouvrir, mais... Hein. Yeah.
Vous avez tout à l'heure parlé de notre vision. Alors la vision, ça ne peut pas être que toutes les Coupes du Monde se tiennent à Londres et tous les Jeux Olympiques à Paris. Bon, ça ne me dérangerait pas particulièrement, mais en tout cas, il faut une vision où des événements comme ça puissent se tenir un peu partout dans le monde. Nous sommes d'accord. Mais actuellement, la façon de faire est mauvaise et corrompue. Il faut bien penser qu'au minimum, ce genre de choses coûte 10 milliards de dollars. Mais est-ce bien raisonnable? Est-ce indispensable que ça coûte aussi cher? Ça n'est pas cohérent. Les peuples de Boston, d'Oslo et d'Hamburg ont tous récemment voté non pour accueillir de grands événements comme ça. Ils se sont retirés. Ces événements perdent de leur ressort. L'OCDE en discutait il y a quelques jours, même sur le plan économique. Le raisonnement, la justification est très mitigée. Oui, et c'est ça aussi qui a abouti à des endroits comme Bakou, Sochi, etc. C'est pour inviter les médias mondiaux. Donc vous avez raison, des deux côtés de l'équation, il y a des incohérences. Pardon de vous interrompre. Si on prend un exemple, prenons l'exemple de Messi. Messi incarne toutes sortes de valeurs extraordinaires, son parcours même personnel est très beau, etc. Mais pour parler en bon français, il prend un maximum de fric. Ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Est-ce que c'est admissible ou non? Parce que si on admet que M. Messi prenne un maximum d'argent, il faut admettre qu'à la FIFA aussi, on brasse beaucoup d'argent. Il faut admettre que ce soit un monde où on estime que l'argent, au fond, est relativement secondaire. Si on est brillant, on en prend énormément. Si on est mauvais, on n'en prend pas. C'est la loi du sport aujourd'hui. Mais est-ce que la FIFA ne pourrait pas utiliser en partie cet argent pour aider les pays? Je ne dis pas que la Coupe du Monde ne devrait pas aller ailleurs dans le monde. Au lieu de forcer le Brésil à bâtir des stades qui ne seront plus utilisés, ils n'auraient pas pu continuer à investir dans l'éducation, la santé. Oui, et beaucoup pourrait être fait. Si vous voulez, dans les candidatures futures, que l'on inclue les droits de l'homme, il faudra aussi y ajouter un coût, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que seules les grandes entreprises puissent parrainer ou que les grands pays puissent accueillir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une partie de l'argent pour égaliser les chances de tous, pour que les petits pays du monde puissent aussi accueillir ou en tout cas jouer un rôle dans l'accueil d'événements de ce type? Ce que vous avez dit à propos du sport et de l'argent dans le sport. Il manque à cette table deux parties prenantes intéressantes. D'abord, les professionnels du sport, basketball, Formule 1, tout ça brasse énormément d'argent. C'est le sport commercial et ils n'ont pas du tout avancé côté droits de l'homme. Et puis même, ce qu'il y a les sponsors ici, où sont les médias, la télé? Est-ce que quelqu'un a vu les diffuseurs présents autour de la table prendre leurs responsabilités? Donc il y a encore bien des chaises vides. Oui, il y a quand même quelque chose, pour répondre à votre question, qui est pervers dans le système et qui ne va pas du tout dans le bon sens. C'est qu'au Brésil, les Brésiliens n'ont pas pu assister à la Coupe du Monde parce que les billets étaient trop chers. Et vous voyez, le fait que l'argent soit toujours, qu'il y ait toujours plus d'argent investi, ça veut dire qu'il faut en rapporter beaucoup aussi. Et à un moment donné, le prix des places d'une Coupe du Monde ne permet plus à des gens qui n'ont pas les moyens de payer 150, 200, je parle en euros, 300 euros pour des petits matchs, j'entends, pour aller voir un match de foot. Donc, où on va, quoi? C'est-à-dire que cette financiarisation absolue du sport, et du football en particulier, a des résultats pervers. C'est-à-dire que les gens sont obligés de regarder le match à la télé ou au Brésil, dans les favelas. Et c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations. C'est pour ça que les gens ont demandé aux dirigeants brésiliens de mettre l'argent, enfin en tout cas d'investir autrement, parce que finalement, c'est pas eux qui en ont profité. Autre question, on continue comme ça en ouvrant la discussion. Madame, oui, devant. De toute façon, tout le monde aura la parole, mais...
Thank you so much. My name is Anna. I'm a Je volunteer m'appelle here at the Anna, festival. je Thank suis you une so much bénévole for ici au this festival. film. Merci pour ce film. Now, my Maintenant, question ma is, question for Mrs. s'adresse Lady. à Madame Misselady. Le Qatar va accueillir la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Et je me demandais si les changements récents au niveau de la direction de la FIFA allaient changer quelque chose et qu'on va profiter de cette plateforme du Qatar pour un petit peu promouvoir l'accès des femmes au sport dans cette région du monde. Oui, merci pour la question. Par rapport d'abord à la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, il y a des changements qui ont lieu déjà à l'heure qu'on parle. Nous travaillons de manière très régulière avec les autorités compétentes qataries pour s'assurer à ce que les conditions de travail dans les constructions qui sont liées, l'infrastructure qui est liée à la Coupe du Monde, s'effacent selon des standards et des normes internationales de santé et de sécurité. L'entité responsable sur place qui a la tâche de superviser, si vous voulez, les sites et l'infrastructure qui est à la Coupe du Monde, ça s'appelle le Comité suprême pour l'héritage et la livraison, ont déjà mis en place, ça fait 2 ans, toute une série de standards et de normes internationales pour les constructions liées à la Coupe du Monde, qui couvrent toute une série de domaines comme par exemple la santé, la sécurité, des conditions de logement pour les travailleurs migrants, en mettant aussi en place des audits à 4 niveaux pour assurer à ce qu'il y ait une conformité entre les standards vis-à-vis des prestataires et des sous-traitants qui sont engagés dans des projets liés à la Coupe du Monde. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est la solution en tout, que c'est une panacée, mais c'est quand même une étape et une initiative et une mesure qui va dans le bon sens, dans la bonne direction et qu'il faut la reconnaître aussi. Par rapport au accès aux femmes au sport au Moyen-Orient en général, il y a toute une série d'initiatives de la FIFA et de campagnes. Je me réfère par exemple, nous avons en place la campagne Live Your Goals, qui effectivement vise à promouvoir la position et l'accès aux femmes au sport. Donc, il y a des fédérations nationales qui se sont déjà associées à ce genre de campagne pour une prise de conscience et pour sensibiliser sur les questions que vous évoquez. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses positives qui ont lieu et qu'il faut aussi donner le temps pour avoir des résultats encore plus importants. Fanny, merci. Oui, madame. Thank you very much. Merci beaucoup, pardon. Madame. Oui, j'ai une question-remarque à propos d'une... En fait, c'est une espèce de solution qu'on pourrait trouver. Est-ce que de payer des impôts dans les pays où vous entrez, enlever toutes ces... laisser les pays hôtes mettre des taxes, tout le genre des tariffs sur les importations, sur tout ce qu'on a vu que la FIFA met toutes ses exigences pour tous les biens et toutes les choses qui entrent dans le pays hôte. Est-ce que ce ne serait pas un argent qui pourrait rentrer dans le pays hôte, qui ferait en sorte que par exemple au Brésil, les gens ils sont révolutionnés parce que c'était eux les contribuables qui devaient payer à la place de la FIFA qui est en train d'organiser cet événement. Alors peut-être les deux, brièvement, Fanny puis John Morrison. Mais je crois que c'est quand même vous la première questionnée. Et puis ensuite peut-être, mais c'est quand même vous qui êtes en premier. Oui, effectivement, le film a mentionné que lors de la Coupe du Monde, il y a certaines, je ne sais pas si le terme exigence est correct, mais en tout cas, il y a certains besoins pour faciliter l'organisation de la Coupe du Monde. Et cette réalité est valable pour chaque compétition d'une ampleur comme la Coupe du Monde. C'est valable pour une compétition d'une autre organisation, pour des événements majeurs culturels, etc. Il ne s'agit pas d'une exonération fiscale complète. Il s'agit des ajustements qui sont nécessaires dans la loi nationale
pour faciliter sur un plan opérationnel l'organisation de la compétition. Donc si par exemple on parle des procédures des importations de certains produits, ce sont des produits qui sont nécessaires pour la Coupe du Monde et ce sont ces genres de facilitations qui sont quand même nécessaires pour qu'une compétition de cette ampleur puisse avoir lieu. En même temps, le bureau de la FIFA a une filiale au pays organisateur et par exemple le bureau de la FIFA dans un pays autre paie normalement les taxes. Alors, peut-être John Modo, enfin c'est légal, mais allez-y. Yeah. So it's not just Mega Sporting Il ne s'agit pas Association, seulement FIFA and IOC that have questions que la FIFA et le CIO qui doivent répondre à des questions concernant les impôts, la fiscalité. D'abord, il s'agit aussi de voir si les gens sont payés des montants corrects. Mais on a vu dans le film, on ne paye pas tellement d'impôts tel qu'on le souhaiterait pour de tels événements. Et quelle en est la raison? Est-ce que c'est parce que c'est la façon dont cette organisation opère comme elle opère comme des organisations intergouvernementales? Est-ce qu'elles sont exemptées de ce genre de règles? Mais évidemment, si ce n'est pas le cas, elles devraient payer des impôts comme n'importe quelle autre entreprise. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de trou au milieu, là, cet écart au milieu. Donc, j'aimerais revenir aux droits de l'homme. Ce qui m'a aussi frappé, et c'est une immense ironie, on peut exiger tout cela des pays hôtes et tous ces accords, j'ai lu tous ces accords, ils peuvent demander par rapport à des taxes sur le revenu, à part des produits qui sont vendus dans les stades, etc., etc. Mais jusqu'à récemment, ils étaient incapables de poser des exigences par rapport aux droits de l'homme dans ces pays. Donc, par exemple, concernant les gens qui construisent ces stades. Et là, c'était vraiment un paradoxe. Madame. Oui. Madame tout au fond là, voilà. La première question à laquelle la représentante de la FIFA a répondu, c'était les changements qui allaient intervenir prochainement au sein de la FIFA. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout ce qui a été mentionné me faisait penser que la FIFA allait poursuivre un fonctionnement en vase clos. Donc je pense qu'on devrait quand même être inquiet et puis qu'il faudrait pouvoir trouver des mécanismes de transparence où ces grandes organisations doivent rendre des comptes au public et aux États. J'aimerais aussi poser une question concernant le fonctionnement des grandes institutions de sport, que moi je ne connais pas bien, mais il me semble, en vous écoutant, c'est que ces institutions de sport ont un pouvoir énorme et en fait bien plus important que les États, et qui fait qu'au fond, elles peuvent imposer leurs critères d'attribution, de coupe, etc. Alors, comment faire pour qu'il y ait plus de contrôle externe, que la FIFA ne décide pas entre soi? C'était un peu le thème de votre film, entre autres. Vous voulez répondre peut-être ou... Allez-y. Peut-être que je me suis mal exprimée, excusez-moi. La FIFA est domiciliée en Suisse. Elle est régie par la loi suisse, par le droit d'association. Elle donne des comptes et elle est réglementée selon la loi suisse. Il ne faut pas croire que nous opérons dans l'abstrait ou sans rendre des comptes aux autorités compétentes publiques. Maintenant, s'il faut améliorer encore le niveau de la transparence, la question est clairement oui. Il va falloir faire la même chose dans l'avenir aussi. C'est un défi continu. La transparence n'est jamais parfaite, n'est jamais un défi qu'on relève et qu'on dit voilà, maintenant on est transparent, on fait tout bien et il ne faut plus rien essayer d'améliorer ou d'apporter des ajustements nécessaires. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations par rapport aux activités, aux opérations de la FIFA qui sont disponibles au public. Maintenant, s'il y a moyen de faire encore mieux, ça c'est clair et la réponse est oui à ça. Et si vous avez eu l'impression que l'intention est de continuer à faire les choses comme auparavant, mais alors c'est clairement une erreur de ma part. Jean-Louis. Oui, non, mais on a bien compris, je crois, ce que vous avez dit. En tout cas, moi, j'ai bien compris. Le truc, ce qui est dingue à la FIFA, c'est qu'ils ont voté aujourd'hui la transparence des salaires en 2016.
C'est-à-dire qu'il a fallu attendre toute cette crise pour que cette organisation, finalement, arrive dans un minimum de transparence, de bonne gouvernance, ce que les entreprises, les grosses entreprises multinationales partout dans le monde font depuis très longtemps. À la FIFA, ce n'était pas le cas. Les salaires n'étaient pas connus, on ne connaissait pas. Là, visiblement, ça a été voté, ça va être fait. Il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète un peu plus, c'est-à-dire que changer, dire qu'on va changer, c'est bien, mais quand vous avez... c'est pas moi qui le dis, c'est la procédure américaine du FBI. KPMG, qu'on mentionne dans le film, qui fait des audits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment ça va se passer? KPMG se dit, on va faire des meilleurs audits, parce que ça veut dire que les audits jusqu'à présent, ils étaient complètement bidons. KPMG, qui est le leader mondial des audits de ce genre de choses. C'est donc un double discours, moi, personnellement, que j'ai du mal. Mais je veux bien vous croire, hein, et si ça change vraiment, tant mieux. Mais c'est un double discours qui est difficile à entendre pour les citoyens, journalistes. Voilà. Pourquoi KPMG ne fait pas son travail Et encore une fois, ce n'est pas mon enquête qui le dit, c'est celle de la justice américaine. Autre question? Il y en avait plusieurs ici. Voilà, monsieur. Oui, merci beaucoup. Un point très important, parce que de nos jours, le football est devenu autre que dans le passé. On ne peut pas imaginer qu'un club de football peut générer beaucoup plus d'argent que ce club peut lui-même produire, grâce à un transfert d'une star. Dans ce cas-là, si c'est le cas, par exemple, Barcelone FC, Football Club, pourrait devenir Barcelone Bank Club. Il y a beaucoup d'experts en la matière, y compris l'ancien numéro 1 de l'UEFA, qui sont contre ça. Ça, c'est très important. Deuxième point, sur le sport et le football, c'est que vers la mi-90, et avant le départ de Joe Havelange, qui est arrivé en 74, c'est vrai, la FIFA a décidé de distribuer des dizaines, des centaines de millions de dollars pour les fédérations nationaux, à savoir, ils sont partis où? C'est vrai que la FIFA avait par-delà le coût. Mais c'est très important de comprendre aussi cette période-là. Juste avant l'arrivée de Blatter, nous vivons une nouvelle ère de new technologies, de communication et d'information. À la FIFA, on brasse et on manage la propriété intellectuelle. On vend et on achète des licences. C'est ça qui est beaucoup plus très important que beaucoup plus, même les voix des États. C'est vrai, Trinidad et Tobago, Brésil, mais UK et le Royaume-Uni a toujours eu 5 voix depuis le début, parce que Scotland, Welsh, England, Ireland, ils ont une voix à part entière, et aussi ils peuvent participer à la Coupe du Monde, tout comme, alors que le continent africain participe avec 2 pays, n'est-ce pas? Ça a été modifié récemment, oui, c'est vrai. Mais donc, il faudrait comprendre aussi que les nouvelles technologies, propriété intellectuelle, c'est ce qui fait de la FIFA ce qu'elle est. Donc, managing, tradable, les marques, les produits que vous parliez d'une manière un peu sous-entendue, les produits commerciaux drinkable pendant cette période, qui fait en sorte qu'il y a des énormes, beaucoup de choses à manager. Mais ma question, pour le choc de la civilisation qui a fait en sorte de ne pas imaginer Monaco peut-être organiser la Coupe d'Europe, comme un petit pays qui organise beaucoup de congrès mondiaux, il va organiser la Coupe du Monde de football, oui, mais aussi il y avait la crise financière. C'est très important, ça comprendre. Donc, si j'arrive à mes questions, est-ce que vous pouvez comprendre Huntington qui disait ce qu'il disait? C'est beaucoup plus ça. Et pour un avenir meilleur de la FIFA, c'est vrai, peut-être une organisation qui a eu l'audace de quand même organiser l'Assemblée générale alors que les membres de comité venaient de rentrer en tôle et que malgré ça, numéro 1 a été réélu pour la 6e fois. Mais la session extraordinaire récemment a fait une bonne chose parce qu'elle a limité à 3 mandats le président actuel. Mais ma question, que pensez-vous alors? Parce qu'au Qatar, ou bien vous pouvez aller à Dubaï aussi, c'est peut-être moins qu'en Suisse. Vous pouvez faire du ski, mais c'est beaucoup mieux en Suisse. Donc c'est beaucoup plus, j'insiste, sur le management de la propriété intellectuelle. Vous êtes tous des reporters sur le panel, à une seule exception près peut-être. Voilà. J'étais clair, Darius? Merci. Merci beaucoup. On va grouper les questions. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui complète la question de monsieur? Alors, il y avait d'autres questions, il y avait d'autres mains levées. Non? Si, il y avait tout à l'heure. Ah voilà, monsieur.
Oui, je voulais juste rappeler, en tant que citoyen suisse, présent ici, on est à Genève, on est en Suisse, et la FIFA est en Suisse. C'est quand même intéressant de voir que la FIFA vit dans un lieu de non-droit. C'est assez net. C'est une association, donc elle bénéficie d'un statut d'association, mais ça n'est pas une association. C'est un monde, on l'a vu aussi, une mafia en l'occurrence, mais comme elle a le statut d'association, on n'entre pas, il n'y a pas cette transparence, il n'y a pas cette diffusion d'informations, évidemment aucune. Alors, est-ce qu'un jour, nous, citoyens, ou bien nos représentants dans les parlements, cantonaux ou fédéraux, se décident à aussi considérer qu'il n'y a pas que faire venir les organisations, les associations, de n'importe quoi, comme on fait en Suisse, pour avoir quelques salaires à distribuer autour. Et est-ce qu'on va entrer dans un état de droit en Suisse aussi, en relation avec tout ce monde international qui vient ici, qui prospère? Je ne parle pas, mais je le mentionne quand même, la question des banques, dont on a dit qu'elles avaient moralisé le contrôle des dépôts qui se font chez elles, et dont on sait que ce n'est pas le cas. Mais c'était juste pour rappeler qu'on est dans ce contexte-là, et que nous avons une responsabilité, nous, Suisses, en tant qu'hôtes d'une telle organisation. Monsieur, merci. L'œil critique sur la Suisse, vous l'avez, Jean-Louis, dans le film. On comprend que dès les commencements, la FIFA s'installe en Suisse, ce n'est pas pour la beauté du paysage, c'est parce qu'il y a une solidité de l'argent qui fait que Zurich est intéressant. Il y a le train aussi, vous dites. C'est facile d'arriver en train de partout. Mais enfin, il y a plusieurs raisons. La stabilité des changes à l'époque est importante. Ouais. Pour faire suite à la question de monsieur, peut-être, Owen, vous qui êtes enquêteur, est-ce que la dimension suisse a compté? Est-ce que notamment les banques suisses, est-ce qu'il y a encore là beaucoup de lièvres à lever? Le rôle des banques suisses dans tous les réseaux de corruption? Yes, very much so. I think there's very Oui, much more to come. I mean, il y a bien d'autres choses qu'il faudrait creuser. Ce n'est pas un hasard que de grandes organisations sportives comme ça soient basées soit en Suisse, soit à Monaco. Ce que vous avez dit, monsieur, était très intéressant, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu un changement d'humeur en Suisse. La Suisse qui était très fière d'accueillir ces organisations, très fière de son système bancaire, petit à petit commence à se poser plus de questions et être peut-être un peu mal à l'aise. Il est très intéressant que le procureur général soit en pointe dans la lutte maintenant, presque en concurrence avec les États-Unis. Il me semble qu'il y a un changement dans la température ou l'humeur en Suisse et c'est sans doute très encourageant. De manière générale, le public, c'est un terme très générique, mais les gens dans le monde veulent que la chose soit corrigée. Et c'est tout aussi vrai pour la Suisse que partout ailleurs. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je voudrais quand même défendre le droit de l'Écosse et de l'Angleterre à avoir leur voix. Je suis moitié écossais, moitié anglais. Et nous avons beaucoup de problèmes à savoir qui nous sommes. Sommes-nous européens ou pas? C'est encore une autre histoire. La Suisse, c'est un petit peu comme ces questions de commerce des matières premières ou bien de l'argent nazi. Souvent, il y a eu des histoires au fil des ans impliquant parfois les États-Unis aussi. C'est vrai. Je crois que le gouvernement suisse est tout à fait sérieux. Ils veulent vraiment faire avancer les choses, les États-Unis aussi. Maintenant, je ne prétendrai pas que tous les problèmes dans les fédérations sportives ne sont pas liés. Il y a tout un réseau très complexe et j'espère vraiment, je suis heureux d'ailleurs que le gouvernement suisse et le gouvernement américain soient impliqués là-dedans. Maintenant, nous attendons aussi que les diffuseurs télé et autres s'impliquent un petit peu plus et les sponsors aussi. Mais ça va prendre du temps, très longtemps. Et ce que le film montre aussi, c'est cet enjeu de culture intérieure. On peut changer la gouvernance, mettre en place des principes de vérification, mais c'est vraiment une question de culture. Et tant qu'on ne change pas la culture, on ne va pas pouvoir rebâtir la confiance.
Voilà, je veux frustrer personne, mais Fanny, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste une réaction par rapport à ce que John vient de dire. Effectivement, je pense aussi que chaque organisation peut avoir en place les meilleurs cadres réglementaires, les meilleures dispositions en matière de gouvernance ou d'éthique ou de conformité. Si tout cela n'est pas accompagné d'une mentalité et culture adéquate, ça reste sur papier. Donc effectivement, ce qui est en train de changer au niveau de réforme doit être soutenu, accompagné par la mentalité et la culture adéquate et correspondante. Ça, c'est clair. Oui, je suis entièrement d'accord. Je l'ai dit à maintes reprises moi-même. C'est la culture qui change tout, qui fait tout. J'étais à la FIFA pour ce congrès extraordinaire pour la dernière élection. Je n'ai pas eu l'impression d'un réel changement de culture. J'ai eu l'impression d'une organisation qui resserrait les rangs, qui disait peut-être certaines choses appropriées. Bien sûr, on ne peut que se féliciter de cette volonté apparente de changement, mais je ne suis pas encore sûre qu'elle soit à la hauteur de la tâche. Je suis d'accord, je voulais juste souligner quand même que c'est la première fois que je parle finalement depuis longtemps avec quelqu'un de la FIFA et c'est bien que vous soyez venu et on a eu de la chance parce que moi j'ai cherché pendant très longtemps. J'aurais préféré notre contexte peut-être. Donc mais merci d'être là. Allez-y, séduisez-vous. Il a fallu venir ici au festival. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout. Concluez, Jean-Louis. Vous êtes c'est votre histoire. Hein. Vous avez fait de nombreux films, etc. Vous comparez cette histoire à quoi? C'est molièresque, c'est shakespearien. C'est une très belle histoire que vous avez racontée. Hein. C'est l'histoire éternelle des lieux de pouvoir. J'ai fait avant ça un livre sur Areva, qui est une entreprise française spécialisée dans le nucléaire. Où les risques sont plus grands. Hein. Sur l'affaire Madoff aux États-Unis. Les lieux de pouvoir sont intéressants. Il y a aujourd'hui les organisations sportives comme le CIO, comme l'UEFA aussi, hein, puisque l'UEFA va organiser l'Euro. On a les mêmes problèmes en France avec la FIFA qu'avec l'UEFA. C'est un lieu de pouvoir. Voilà. Donc avec les dérives, aujourd'hui, l'impunité que ça crée, ce pouvoir, et les contrôles qui doivent être mis en place. Donc effectivement, on va tous vous regarder avec attention et espérer qu'il y ait plus de contrôle et que l'argent soit mieux utilisé, puisque le pouvoir, c'est l'argent aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci.